elle est plus forte, monsieur Oussou. Ça, c'est la parole de l'opposant. Non, non, c'est l'opposant qui parle. Je ne suis pas sûr qu'un mouvancier a votre place dirait de même. Quel a été votre baromètre, monsieur Ouadagni? Oui, non, je vais vous le dire. Il y a, disons, des indicateurs clés. On n'a pas besoin de faire de hautes études d'économie pour savoir. Le niveau d'animation du commerce à l'approche des fêtes. Faites radio-trottoir, regardez. Moi, j'ai suivi des émissions télévisées où des confrères à vous se sont portés sur le marché d'Antokwa et ont posé la question aux dames. J'ai entendu une dame qui disait, l'année passée, je faisais par jour, il m'arrivait de vendre par jour jusqu'à 200 000 francs. Parfois même 500 000 francs. Aujourd'hui, j'arrive à peine à avoir 80 000 francs. Ça, c'est un indicateur pour vous? Pour un statisticien, ce n'est pas un indicateur du niveau de pression sur la demande, mais je pense que ça devait faire réfléchir les dirigeants. Et on devait se dire, mais pourquoi? Oui. Et c'est là où je veux en arriver. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que le gouvernement devrait choisir les meilleurs canaux de transmission de ces signaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu, par exemple, de dire je mets 1 milliard à Dantokwa, je mets 1 milliard à Dantokwa. Première chose, ce n'est pas vraiment des transferts parce que c'est des crédits qu'il faut faire aux gens qui doivent rembourser. Déjà que du point de vue psychologique, la situation, la bonne dame qui va au marché, qui ne vend pas bien, elle aura de la réticence à aller prendre un crédit parce qu'elle se dit, je ne vends pas bien maintenant, je ne suis pas sûr de rembourser. Donc là, je pense que c'est une erreur. Mais l'autre chose, je pense que l'État aurait pu faire mieux. Nous traînons plus de 400 milliards d'arriérés de paiement intérieur. D'accord. Et ça, regardez un peu l'effet que ça peut avoir. Oui. On vous répondra que c'est peut-être, ce sera une goutte d'eau. Vous avez dit 400 milliards. Oui, mais j'ai une question toute personnelle pour vous. Vous avez l'air de dire non, ça ne va pas, les choix sont mauvais, la façon, les choix économiques sont mauvais, la façon dont on gère notre pays en ce moment, la gouvernance économique, elle est mauvaise. Oui. Mais pourtant, vous êtes de la même école que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Vous êtes tous cadres de la BCEAO. Et vous, le chef de l'État, et le ministre d'État, chargé du plan, et bien d'autres du gouvernement. Le ministre des Finances. Oui, mais comment est-ce que vous expliquez ça? Mais vraiment, avec tout le respect que je dois à ces personnes, ce n'est pas aujourd'hui les meilleurs exemples que moi je pourrais citer. Le ministre, le président Vladimir Tchané a été ministre des Finances ici. Oui. Il n'est pas de la BCEAO. Il n'a pas fait de belles performances. Je voudrais qu'on arrête ce mythe qui consiste à dire il suffit qu'un cadre sorte des institutions financières internationales et alors là, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Je dis, c'est pas vrai. Vous pouvez prendre comme ministre des Finances quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans une école étrangère. Quelqu'un qui a fait ce mur à la vie, là. Et il va bien vous gérer. Donc c'est les plus mauvais d'entre vous qui sont en ce moment aux affaires. Je n'ai pas dit ça, mais je tiens à vous dire une chose. Je tiens à vous dire que quand on parle d'économistes, il y a plusieurs, disons, catégories, si vous permettez, entre griffes. Vous pouvez être quantitativiste. Les quantitativistes, c'est des gens qui sont habitués à raisonner sur la base des chiffres, qui sont habitués à faire des simulations avant de décider. Mais vous pouvez être économiste comme ça, généraliste, des gens qui ont appris les courants de pensée économique. Ils vont vous parler bien de John Maynard Keynes, ils vont vous parler de tous les modèles possibles. Mais concrètement, quand vous les mettez à l'œuvre, c'est difficile. Donc, vous n'avez pas dit que ceux qui ont fait la même école de banque, enfin BCEAO que vous, qui sont là maintenant, ils sont mauvais, c'est pas ce que vous avez dit. C'est peut-être leurs choix qui sont mauvais. Qu'est-ce que vous dites? Je n'apprécie pas le niveau de formation
ou de compétences. Et puis on n'est même pas là sur le plateau. Voilà. On voit les faits, on analyse les faits. Voilà, On ne s'occupe pas des hommes. Ça ne se fait pas bien. Voilà, on s'occupe pas des hommes. Les hommes qui sont à l'origine, je ne veux pas commenter leur qualité. Voilà. Alors, nous allons passer à la question de la gestion de la dette. Vous parlez tout à l'heure de cela, le gouvernement qui a fait recours à des émissions de bons de trésor et aussi des emprunts obligataires ou pour des investissements ou pour des questions de trésorerie. Alors, expliquez-nous un peu ces concepts-là avant d'apprécier la manière dont c'est géré sur le changement. Qu'est-ce que c'est que bons de trésor? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est que emprunt obligataire? Ça sert à quoi? Et comment est-ce que c'est utilisé sur le changement? Et vous comparez évidemment à comment vous faisiez à l'époque. Pour conclure. D'abord, je vais commencer par les bons du trésor. De par leur nature, c'est des ressources entre guillemets assez courtes. C'est-à-dire, vous les émettez, elles courent, les bons, ça court en 3 mois, dans 8 mois, ça court en 3 mois jusqu'à 2 ans. Les termes le plus long, c'est 2 ans. Alors que les emprunts obligataires, ça peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans. Alors, c'est très simple. On recourt aux emprunts pourquoi? On recourt aux emprunts pour couvrir des besoins de dépenses. Mais si vous faites recours à des ressources courtes pour couvrir des emplois longs, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les ressources courtes, là, c'est les bons du trésor. Les bons du trésor. C'est 2 ans maximum, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, la conséquence est immédiate. Et ce n'est pas c'est un phénomène que le Bénin vit, mais malheureusement, dans la sous-région, il y a un autre pays que je ne citerai pas qui vit ça, parce que quand j'étais à la banque, je voyais tous ces documents. La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que vous empruntez aujourd'hui, vous dites à ceux qui ont mis leurs ressources à votre disposition, vous émettez les bons du trésor, vous dites dans 3 mois, je vous rembourse. Et à terme échu, vous n'avez pas assez de ressources pour les rembourser, vous êtes obligé d'émettre de nouveaux bons du trésor pour rembourser les derniers. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Donc, ce qui est souhaitable, de façon classique, c'est d'émettre les bons du trésor pour couvrir soit les besoins de trésorerie, les décalages. Par exemple, les régies financières s'attendent à faire des rentrées à la concurrence de 100 unités de compte pour le mois. La douane, par exemple? La douane, par exemple, bon, on se retrouve dans une situation où on n'a eu que 75, mais on sait que dans les jours à venir, les 25 qui restent là, on va les avoir. L'État aimait, avant les 3 mois, l'État a les moyens de... Alors vous voulez dire qu'actuellement il y a beaucoup de bons du trésor pour des emplois à long terme, c'est ça? C'est ce que vous avez constaté? Moi, je constate simplement qu'on emprunte, on émet des bons du trésor pour rembourser des bons du trésor. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est... Tous les économistes vous diront que ça veut dire qu'on a essayé de couvrir des emplois longs avec des ressources courtes. Maintenant, pour en revenir aux obligations, aux emprunts obligataires. Donc, je pense que ça, c'est le meilleur moyen quand vous voulez faire des investissements structurants pour l'économie. C'est ça, c'est le meilleur moyen. Parce que vous êtes sûr que ça va modifier la structure de votre économie et vous escomptez qu'avant le terme, l'économie aurait tellement prospéré que l'État aura les moyens de rembourser. C'est ça. C'est de cette façon-là qu'il faut gérer le recours à ces instruments. Mais ce que je note et dont il faudrait tenir compte, c'est que si nous continuons de la sorte, nous allons dégrader la ceinture de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque le Bénin va se porter sur le marché financier pour dire j'émets un bon du trésor ou bien le taux de sortie va être très élevé. Pourquoi? Non, monsieur, expliquez un peu tout ça. C'est quoi la ceinture de l'État qui est dégradée et c'est quoi le taux de sortie et en quoi est-ce que cela est élevé? Pour ceux qui ne comprennent pas forcément les concepts économiques. C'est quoi la ceinture de l'État qui est dégradée? Ça signifie quoi? La ceinture de l'État, en termes très simples, c'est, disons, le degré de confiance que les détenteurs de ressources peuvent avoir à l'État. Exemple. Si vous avez de l'argent et l'État émet des bons du trésor et vous estimez qu'il y a trop de tensions de trésorerie,
l'État est très mal géré. Ou même, il peut y avoir même des problèmes purement politiques qui peuvent faire que la confiance des investisseurs tombe. Et si cette confiance tombe, je dis, mais je cours beaucoup de risques en souscrivant à ces titres. Et si je cours beaucoup de risques, dans mes calculs, il faut que je prévoie un coût pour ça. Donc le taux va être élevé. Je vais dire, le loyer de l'argent va être élevé. Je dis, bon, écoutez, je vais vous prêter l'argent, mais comme je ne suis pas sûr que... Alors, au lieu de vous réclamer 4% ou bien 5%, je réclame 12%. D'intérêt. Bon, heureusement, on n'en a pas encore. Mais on peut réclamer jusqu'à 8%, 7%. J'ai eu des pays qui s'en sont tirés avec plus de 7% de taux d'intérêt. Et ça, c'est pas bon. Beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est ça que nous appelons la dégradation de la signature de l'État. Et ça se sent comment dans le comportement des investisseurs? Ça se sent de deux façons. La première façon, c'est ce que je vais vous dire. Ceux qui proposent l'argent disent à quel taux, lorsque c'est eux qui proposent les taux, ou alors ça se solde pas, vous avez demandé 100, vous avez mis pour 100, les gens ne souscrivent que pour 20. Parce qu'ils se disent, bon, la procédure que vous avez utilisée ne leur laisse pas le choix de fixer eux-mêmes le loyer, le taux. Oui. Et donc, ne pouvant pas, ils disent, c'est risqué, bon, donc je ne mets plus, si je devais même mettre beaucoup, je mets juste une portion complète. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, le Bénin a ce problème-là? Voilà. Non, ce que je veux dire, bon, le Bénin a fait une émission, je ne sais plus il y a combien de temps, mais ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé parce que les gens n'ont pas souscrit. Je me rappelle très bien, on a été obligé de rallonger le délai de souscription. C'est-à-dire que lorsqu'on émet, on dit voilà, c'est de telle période à telle période. Si vous voulez souscrire, vous souscrivez. Au terme de la période, normalement, quand le comité qui est chargé de ça fait le point, on se rend compte que soit l'État a eu plus qu'il en a demandé. Mais ça s'est passé une fois au début. On se rappelle que le ministre Paquet est venu en parler. Au début, dans les années 2006-2007, je crois, on a fait des emprunts obligataires. On attendait. Dès le départ. Dès le départ, là, on a eu plus. Oui. On en demandait. Oui, ça s'est passé. Mais le contraire aussi s'est passé. Par la suite. Par la suite, c'est passé. Parce que justement, 2006 et les années d'après, la signature s'est dégradée. Non, vous nous dites aujourd'hui que la signature de l'État béninois s'est dégradée. Oui. Sur le marché financier international. Parce que, vous savez, les gens nous suivent. Et il y a des repères que les institutionnels regardent, notamment les documents comme le Doing Business. Et les gens regardent ça. Et lorsqu'ils regardent, ils se rendent compte que votre classement tous les jours tombe. Ça veut dire que le climat des affaires, ça ne va pas.